Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, avait reçu l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, 16 personnes tuées par des frappes israéliennes à Rafah. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais, dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, a reçu cet après-midi au Palais de la République une délégation de haut niveau conduite par l'ancien Premier ministre britannique et le fondateur de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial. Les discussions entre le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, et le président exécutif de l'Institut Tony Blair ont été étendues sur les voies et moyens de créer un partenariat stratégique que l'Institut Tony Blair pour le changement mondial et notre pays. Il est important de rappeler que l'Institut Tony Blair pour le changement mondial travaille avec le gouvernement des différents pays dans le monde, les organisations internationales ainsi que des grandes sociétés mondiales en matière de diversification économique, de commerce, de la mise en œuvre pour l'exploitation de la nouvelle technologie. L'Institut a développé et est réputé pour le développement d'un nouveau programme appelé Délivrable en matière de gouvernance à travers la mise en œuvre et le développement des programmes, des plans de développement ainsi que de discuter des moyens pour les appliquer à ces programmes. L'audience a également servi d'emblée de cadre aux deux parties pour procéder à un large tour d'horizon sur les progrès enregistrés à Djibouti dans divers domaines, mais aussi discuter de la situation économique et sécuritaire actuelle de la Corne d'Afrique. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, et le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Mousdawali, et le chargé ainsi que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Ouass, qui ont pris part à l'audience. Eh bien, voici les propos du fondateur de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, M. Tony Blair. J'ai eu une très bonne discussion avec le président et nous avons discuté le progrès que Djibouti a fait pendant les dernières années parce que c'est un îlot de stabilité, si vous voulez. Et j'ai félicité le président sur cette stabilité et sur le progrès du pays, mais aussi nous avons discuté la situation dans la région, dans le monde. Et mon institut travaille avec les gouvernements à travers le monde. Djibouti a les grandes opportunités pour diversifier l'économie. Nous vivons dans une ère où il y a une révolution technologique, il faut prendre avantage de ça. Mais aussi, il y a les grandes opportunités pour le commerce, pour l'économie, à faire le progrès. Et donc, pour nous, Djibouti est un pays avec un grand potentiel. Je suis très content d'être ici pour ma première visite, mais pas pour ma dernière visite. Écoutons à présent les propos du ministre des Affaires étrangères. Blair est ancien Premier ministre du Royaume-Uni que vous connaissez. C'est une personnalité qui a accumulé beaucoup d'expérience dans le domaine, je dirais, de la gouvernance. Et il a tiré les leçons de cette expérience à la tête donc d'un grand pays comme le Royaume-Uni. Et il est en train, à travers son institut, le Tony Blair Institute, de partager donc ce savoir-faire et cette expérience. Déjà en Afrique, il conseille 20 pays et il a également des partenariats avec des pays en Asie et même en Amérique latine. Je crois que son institut est peut-être très utile pour Djibouti dans la mesure où il a développé une méthode de ce qu'ils appellent comment faire apporter du délivrable quand il s'agit de gouvernance. C'est qu'eux, ils appellent le Delivery Unit. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, des plans de développement, mais la difficulté en général dans nos pays, c'est comment mettre cette vision, ces programmes en œuvre. Je crois que son institut est passé experte dans ce domaine et aujourd'hui, sa visite est très importante pour Djibouti. Le président de Guelleh a accueilli favorablement ce partenariat qui va venir entre le TBI, qui est le Tony Blair Institute, et la République de Djibouti. Et nous nous souhaitons vraiment qu'il revienne plus souvent pour qu'on puisse travailler à mettre en place ce partenariat qui sera gagnant-gagnant, je l'espère.
Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, qui a participé aux travaux de la 36e conférence de l'Union interparlementaire arabe à l'Algérie. Il était accompagné de M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de Djibouti en France et en Algérie, des parlementaires, à savoir Mohamed Hassan Farah, ainsi que du conseiller aux affaires arabes, M. Ali Hamdan Abdou. En marge des travaux, M. Dileta Mohamed Dileta a réaffirmé l'engagement de la République de Djibouti envers la cause palestinienne. Il a dénoncé fermement les injustices qui caractérisent l'ordre mondial actuel. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti a souligné l'importance de renforcer les mécanismes d'action arabe commune et la nécessité de promouvoir la solidarité, l'intégration, l'unité, afin de protéger et défendre les intérêts communs et sociaux pour faire face aux défis internationaux. La République de Djibouti réitère son soutien indéfectible au peuple frère palestinien et appelle la communauté à apporter une réponse urgente et concrète pour mettre fin à l'agression génocidaire à Gaza. Rappelons que la tenue de la 36e conférence à Alger constitue une plateforme pour débattre des stratégies communes visant à relever les défis et à renforcer les liens entre les nations. Ainsi, la 20e résolution adoptée par la conférence appelle à tous les parlements de la Majlis arabe à fournir d'aide, assistance à l'Assemblée nationale de Djibouti pour mener à bien sa mission. Nous restons toujours en Algérie où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a présenté à l'Algérie dans le cadre des travaux de l'Union interparlementaire arabe, était également porteur d'un message écrit du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, et a adressé à son frère Abdelhamid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Lors d'un entretien bilatéral avec son homologue, le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire, M. Ibrahim, le président de l'institution parlementaire djiboutienne, lui a transmis les salutations fraternelles du président Ismaël Mergueli, rappelant l'excellence des relations bilatérales qui lient notre pays à l'Algérie. Nous restons toujours à Alger où les parlementaires djiboutiens conduits par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo ont pris part aux travaux du Parlement arabe au Caire, en Égypte, alors que le génocide des Palestiniens vient de franchir un nouveau palier de l'horreur avec ses effets apocalyptiques. À Rafah, le Parlement arabe, défenseur indéfectible du peuple frère palestinien, a tenu ses travaux de la 4e session au siège de la Ligue arabe au Caire du 23 au 26 mai. L'institution parlementaire a vivement dénoncé cette nouvelle étape génocidaire et a appelé le niveau de la communauté internationale d'agir à toute urgence pour mettre fin à ce génocide. Le Parlement arabe n'a pas manqué de remercier et de rendre hommage au courage de l'Afrique du Sud de poursuivre l'État sioniste pour ses crimes barbares. Divers points saillants ont été évoqués lors de ces réunions, notamment en Libye et au Soudan, en Syrie et au Yémen. Rappelons aussi que la délégation parlementaire djiboutienne est composée aussitôt des députés Abdou Kamil Mohamed et Mahmoud Hassan Farah et de Ali Zaid Ahmed Chadili. Direction l'Afrique de l'Est, où c'était hier au Kenya Kenyatta International Convention, au centre de Nairobi, où s'est tenue une cérémonie de signature des accords de dons en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Rappelons que cette cérémonie marque une étape cruciale dans le projet multinational de financement des risques de catastrophes climatiques, couvrant les Comores, Djibouti, la Somalie, le Sud-Soudan. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Msedawale, représentant la République de Djibouti lors de cet événement, lors du projet dont le financement total s'élève à 35,25 millions de dollars. Cette initiative vise à renforcer la résilience et la capacité de réponse aux chocs climatiques dans les pays ciblés. Les fonds sont destinés à améliorer la gestion des risques des catastrophes climatiques par le biais des programmes tels que le Programme africain de financement des risques des catastrophes, le Facility African Assurance climatique pour l'adaptation récemment lancé. En effet, ces projets visent à créer un environnement propice à l'adoption d'instruments de financement des risques climatiques dans les pays bénéficiaires. De ce fait, il a pour objectif d'améliorer l'adoption des instruments de financement, de renforcement, l'adaptation et la résilience des pays ciblés face aux risques climatiques. Les Comores, Djibouti, la Somalie et le Sud-Soudan font face à des sécheresses sévères, des inondations et d'autres événements climatiques extrêmement douloureux. Les projections indiquent une augmentation de la fréquence de l'intensité de ces phénomènes, exacerbant les difficultés économiques, menaçant les moyens de subsistance des populations rurales.
Cette initiative de financement des risques climatiques représente une avancée significative pour ces nations, offrant une lueur d'espoir pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles et une amélioration de la résilience face aux chocs climatiques futurs. Retour à Djibouti, où le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a reçu chaleureusement le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de collaboration accrue entre les deux institutions. Rappelons que le directeur général de l'agence a exprimé sa gratitude envers le ministre du Travail pour le récent recrutement des 7 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. Ce geste s'inscrit évidemment dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, visant à offrir une seconde chance aux personnes handicapées et à favoriser leur pleine intégration dans la société. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société plus inclusive et équitable. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a exprimé sa gratitude envers le directeur général de l'agence, louant également l'initiative du président de la République. Il a souligné l'importance de donner une chance à tous et particulièrement aux personnes handicapées, souvent marginalisées. Le ministre a félicité le travail remarquable de l'Agence nationale pour les personnes handicapées et a salué le leadership visionnaire de son directeur général. La réunion s'est tenue en présence de plusieurs personnalités importantes, dont le secrétaire général du Travail et le conseiller du ministre, M. Khadir Khalilé, ainsi que les jeunes récemment recrutés et d'autres responsables des deux institutions. Eh bien, le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, a tout d'abord remercié pour l'accueil chaleureux qui lui ont été réservés. Il a remercié le ministre du Travail pour le recrutement des 7 jeunes personnes à besoins spéciaux, louant également l'initiative du président de la République. Il a souligné l'importance de donner une chance à tous, et particulièrement aux personnes handicapées. Le directeur de Halle a rappelé que les deux institutions travaillent étroitement et a exhorté à ces jeunes de profiter de cette chance, mais aussi de veiller aux postes qui leur seront confiés. Il a conclu ses propos par la fierté dont ils ressentent après avoir été recrutés, que 7 recrues plutôt personnes dans les différents départements du ministère du Travail. De son côté, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, a souhaité la bienvenue aux jeunes. Écoutons-le. Nous sommes honorés d'accueillir ce matin le groupe de personnes qui seront affectées à partir de cette heure à mon département ministériel, suite à l'initiative louable de son Excellence, M. le Président de la République, où il a été décidé en Conseil des ministres d'intégrer plus de 140 personnes dans la fonction publique. Cet engagement est aujourd'hui une réalité, elle n'est plus un rêve, elle est une réalité, et vous êtes désormais une partie prenante de l'administration djiboutienne. À chacun de vous, je voudrais les souhaiter la bienvenue et leur demander leur disponibilité et saisir l'occasion qui leur est ouverte et déterminer leurs compétences sur le terrain. Je pense que votre capacité va enrichir notre équipe du ministère du Travail et vous contribuerez à notre mission commune qui est de servir la population djiboutienne. Je vous dis encore bienvenue dans ce département ministériel. Direction le nord du pays, où la ville d'Obok a été le théâtre des événements marquants pour la jeunesse locale. C'est la journée a débuté avec l'inauguration du siège du club des jeunes entrepreneurs d'Obok, suivi par le lancement de la formation des permis de conduire pour les jeunes de Hayou au CDC d'Obok. Ces événements ont rassemblé des personnalités de premier plan, parmi lesquelles Dr Hibo Moumin Assoui, la ministre de la Jeunesse, de la Culture, le ministre délégué à la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, le préfet de la région, M. Moussa Adel Migani, les honorables députés de la région, le vice-président du conseil régional, ainsi que d'autres invités de marque. Leur présence a témoigné de l'importance accordée à cette initiative,
pour le futur des jeunes de la région, ainsi que de l'importance accordée pour les autorités au soutien et au développement des initiatives locales pour la jeunesse. Le nouveau siège du Club des jeunes entrepreneurs de Bok a été inauguré dans une ambiance festive et pleine d'espoir. Ce nouveau siège équipé, modernisé, servira de plateforme pour encourager l'innovation, la création d'entreprises, l'autonomisation des jeunes, l'entrepreneur de la région, la promotion des industries culturelles et créatives, de l'économie bleue et de l'agro-business. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné dans son discours l'importance de fournir aux jeunes les ressources et les soutiens nécessaires pour réaliser leur ambition et contribuer à la croissance économique et locale. Dans la continuité de cette dynamique de soutien à la jeunesse, le lancement officiel de la formation des permis de conduire pour les jeunes de Hayou a eu lieu au CDC de Bok. Ce programme vise à offrir aux jeunes les compétences nécessaires pour obtenir leur permis de conduire, facilitant ainsi les mobilités de leur accès à des opportunités professionnelles. Ces projets s'inscrivent dans une démarche globale de renforcement des capacités des jeunes, d'amélioration de leur employabilité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné l'importance de cette initiative pour le développement personnel et professionnel des jeunes, tout en saluant les efforts conjoints des autorités locales, du gouvernement pour la jeunesse et pour développer l'emploi de la jeunesse. Le ministre délégué à la décentralisation, quant à lui, mis en avant le rôle clé de la décentralisation dans la mise en œuvre des projets concrets et adaptés aux besoins des populations locales. Retour à Djibouti où l'Institut d'études diplomatiques a abrité hier la conférence sur l'actualité des relations internationales, de la géopolitique et de la géoéconomique au niveau mondial en général et celui de la Corne d'Afrique en particulier. Présidé par le directeur du département des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, le directeur de l'Institut d'études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader, et de Mme Sylvie Tabès, ambassadrice de l'Union européenne. Ce séminaire avait pour objectif le renforcement des capacités des participants dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et l'Institut des études diplomatiques qui ont élaboré ensemble le projet intitulé « Diplomatie internationale ». Ce séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales va explorer le rôle de la diplomatie multilatérale face aux défis globaux et locaux. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la première journée de cette conférence. La diplomatie, effectivement, c'est l'art de dialoguer, de négocier et de construire des ponts entre les nations. Dans le contexte actuel, marqué par des défis globaux tels que le changement climatique, ainsi que vous le mentionniez, ambassadeur, les migrations, le terrorisme, les conflits armés, notre capacité à dialoguer et à collaborer n'a jamais été aussi essentielle. Djibouti, de par sa position géographique stratégique, joue un rôle crucial en tant que carrefour de culture et de routes commerciales. Excellence, ambassadeur Guélé, permettez-moi de partager quelques enseignements des formations que nous avons mises en place. Nous avons eu tout d'abord un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales, qui a donc exploré le rôle de la diplomatie multilatérale face à des défis globaux. Eh bien, le directeur du département des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Idriss Omar, a indiqué qu'à la géopolitique explore les dynamiques du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale en analysant les facteurs géographiques, historiques, culturels et économiques qui façonnent les relations internationales. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour anticiper les défis et les opportunités qui se présentent sur la scène mondiale. Écoutons-le. La géoéconomie, qui examine les relations économiques entre les États et leur impact sur la politique mondiale, est devenue un élément essentiel dans la diplomatie moderne. Les flux commerciaux, les investissements transnationaux et les stratégies économiques nationales façonnent désormais les alliances et les rivalités entre les nations. Quant à la géopolitique, elle explore les dynamiques du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale en analysant les facteurs géographiques, historiques, culturels et économiques qui façonnent les relations internationales. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour anticiper les défis et les opportunités qui se présentent sur la scène mondiale.
En tant que directeur des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je suis pleinement conscient de l'importance de ces deux domaines dans la formulation de la politique étrangère de notre pays. Nous devons être à la fois stratégiques, flexibles dans notre approche pour naviguer dans un paysage géopolitique en constante évolution. Nous devons également reconnaître l'importance croissante des questions transnationales telles que le changement climatique, la cybersécurité et la santé mondiale qui transcendent les frontières nationales et qui exigent une coopération internationale étroite. En conclusion, je suis convaincu que cette conférence sera une occasion précieuse de partage des idées, de discuter des défis et des opportunités à venir et de renforcer notre compréhension collective de la géoéconomie et de la géopolitique. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la salle de conférence du prestigieux Hôtel Brest Western Premier a abrité un atelier consacré à la planification stratégique des institutions de contrôle supérieur organisé par l'Initiative Développement, organisé par la Cour des comptes de Djibouti. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative Stratégie, mesure de la performance et apport. Cette initiative vise à aider et à mieux évaluer, planifier, gérer et rendre compte de leurs performances tout au long d'un cycle de gestion stratégique. Assisté par l'ISC, dont l'évaluer de manière holistique leurs performances grâce à la méthodologie. Selon les experts, l'atelier se déroule du 27 au 31 mai et vise à contribuer au renforcement de la responsabilité et de la transparence, de l'intégrité, placée sous la houlette de la présidente des cours des comptes, Mme Ismaël Mahmoud. L'atelier vise à renforcer les capacités des participants en matière de planification stratégique, examiner et relire les projets actuels du plan stratégique de la Cour des comptes en cours d'élaboration, nourrir la réflexion stratégique des éléments et communication et aussi esquisser les projets à mettre en œuvre. Alors nous sommes là aujourd'hui à Djibouti dans le cadre d'un atelier sur la planification stratégique organisé par l'institution de développement de l'Intosai, l'IDI, qui est la fêtière de l'Intosai qui accompagne les IST africaines dans le cadre de la formation de l'accompagnement en vue de renforcer les capacités opérationnelles. Alors cet atelier sur la planification stratégique fait suite à plusieurs ateliers qui se sont tenus. Je sais que le dernier atelier a eu lieu à Tunisie, ensuite dans d'autres pays. Et nous sommes là aujourd'hui pour apprendre comment les ISC africaines doivent planifier les activités justement en élaborant un plan stratégique. Alors pour l'élaboration d'un plan stratégique, il y a plusieurs étapes dont la plus essentielle est l'évaluation de l'ISC elle-même, suivie ensuite de l'élaboration du plan stratégique. Et l'atelier s'inscrit dans le cadre de notre appui à la gouvernance des ISC. Nous savons que les ISC auditent la gouvernance du secteur public, mais les ISC elles-mêmes doivent être des organisations modèles. Et c'est la raison pour laquelle elles sont invitées à montrer l'exemple dans leur pratique de gestion et de gouvernance. C'est la 3e édition que nous organisons pour ce programme, après l'édition numéro 1 et numéro 2. Et la mise en œuvre de cette initiative en français regroupe 5 ISC du. Écoutons à présent la présidente des cours des comptes. De prime abord, je souhaite la bienvenue à Djibouti à l'ensemble des participants, collègues des ISC sœurs venus de l'Algérie, du Burundi, du Burkina Faso et du Sénégal. Je salue parmi nous la présence de Monsieur le Premier Président de la Cour de compte du Faso pour l'intérêt particulier qu'il porte à ce programme en affirmant par sa présence personnelle. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues Alain Gross et Alain Roger Menviu, responsables de programme de l'IDI, qui sont venus de Norvège, siège de l'IDI, pour nous apporter chez nous en Afrique la substance des programmes de développement conçus par cette organisation qui n'arrête pas de redoubler d'efforts pour le renforcement des capacités des ISC des pays en développement, plus particulièrement celle de l'Afrique francophone. Mesdames et messieurs, chers collègues,
Soyez la bienvenue à Djibouti, havre de paix, terre d'accueil et de rencontre. Je profite de cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements et exprime mes sentiments de gratitude envers l'IDI qui met en place des programmes d'appui pertinents, novateurs, conçus avec professionnalisme à notre endroit. Il faut aussi reconnaître qu'ils sont en parfaite adéquation avec nos besoins et nos environnements de travail respectifs et apportent toujours une valeur ajoutée certaine à nos jeunes ISC de l'Afrique francophone. Il convient également de saluer tout spécialement la volonté affirmée des autorités djiboutiennes qui ont facilité la tenue à Djibouti de cet événement et qui nous accompagnent au jour le jour dans le renforcement des capacités de notre ISC et en faveur de la transparence et de la responsabilité en général. Direction le sud du pays où marque le début d'un projet ambitieux et crucial avec le lancement des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le tronçon d'Ouboubalala à Dikil. Ce projet d'une importance capitale vise à réhabiliter complètement ce tronçon pour améliorer la connectivité régionale, à stimuler le développement socio-économique local lancé en grande pompe par les autorités de la région d'El-Sabié, de Dikil, respectivement Abdoumelik Mohamed Bonoïta et Hassan Abdi Roble, a vu également la présence du directeur général de Djibouti Port Corridor Road, M. Abdi Ibrahim Farah, du directeur général de Salam African Bank, Jamal Hirsi Abdi, ainsi que du directeur général de la société Al-Nasri, Hassan Ahmed. Rappelons que la route nationale numéro 1 est un axe vital pour le transport des marchandises des personnes reliant les ports de Djibouti aux régions intérieures et aux pays voisins. La réhabilitation de ce tronçon revêt une importance particulière car c'est la première fois qu'une banque locale djiboutienne, en l'occurrence la Salam Africa Bank, participe au financement d'un projet aussi important. Cela marque un tournant historique dans le développement économique et financier de Djibouti, démontrant la capacité des institutions locales à soutenir des projets d'infrastructure d'envergure. Les travaux seront exécutés par Al-Nasri, une entreprise locale reconnue pour son expertise en construction routière. Ces projets de réhabilitation de cette portion de route d'Ouboubalala-Dikil démontrent l'engagement indéfectible de l'autorité en charge des corridors à renforcer la sécurité et à assurer une circulation fluide conformément aux normes internationales pour les routes corridors. En outre, le projet comprend la construction d'ouvrages hydrauliques pour améliorer la gestion des eaux, garantissant ainsi la durabilité des infrastructures. Ce lancement marque le début d'un projet prometteur qui transformera la connectivité et ainsi dynamisera l'économie de Djibouti. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. L'appel à la prière, nous reviendrons là où nous étions, où je vous disais que le directeur général de Djibouti Port Corridor, M. Abdi Ibrahim Farah, ainsi que le directeur général de la société Al-Nasri, Hassan Ahmed, se sont exprimés sur ces termes. Écoutons-les. L'événement est spécial doublement, parce que déjà le financement a été effectué par une banque locale, en l'occurrence Salam Bank. Ces travaux seront réalisés aussi par une entreprise de construction locale. Donc ces travaux vont consister la rénovation complète du tronçon d'Ouboubalala-Dikil. La confiance dans la DPCR nous a confié pour entreprendre ces projets. Et même si, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois dont on travaille ensemble avec le DPCR. Et la durée des travaux est comptée pour 10 ans. Concernant Salam Bank aussi, qui est une banque locale, qui a eu aussi la capacité de financer ces projets. Eh bien, voici les propos du préfet de la région. Local du pays, je veux dire. Et ça va dans le sens de la politique du gouvernement qui essaye de faire en sorte qu'il y ait le transfert des compétences, que les locaux puissent non seulement créer des entreprises, mais également avoir les compétences nécessaires. Donc ce n'est pas une nouveauté, il y a déjà eu un axe
de la route nationale qui a été refaite par cette société. Nous nous réjouissons déjà des travaux qui ont été engagés par le responsable qui est juste à ma droite et par la volonté aussi et l'engagement de la DPCR qui a tenu à utiliser ses fonds propres au départ pour permettre à ce que le flux des camions puissent transiter facilement entre Djibouti et l'Éthiopie. Aujourd'hui, nous sommes aux deuxième étape qui est l'axe la plus importante. C'est de Doudou Balala jusqu'à Dikil. Ce qui est nouveau aussi, c'est la banque du pays finance aussi ces projets. Dans l'actualité internationale, des séries d'intenses de bombardements israéliens contre des zones de l'ouest du centre de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont fait au moins 16 Palestiniens tués mardi, alors que l'offensive israélienne contre l'enclave palestinienne entame son 235e jour. Des milliers de Palestiniens ont fui les zones occidentales de Rafah suite à l'expansion de l'offensive de l'armée israélienne contre la ville au soir du lundi. Parmi les victimes de Rafah, 7 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes ciblant des tentes des personnes déplacées de Tal al-Sultan au nord-ouest centre de la ville de Rafah, a indiqué une source médicale à Anadolu. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Comme d'habitude, le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.